à nous ce soir, puisque je me suis joint à l'organisation ce soir. J'ai entendu beaucoup de gens connectés à notre cause et je dois dire que ces conversations ont été vraiment précieuses pour nous. J'ai aimé apprendre de l'expérience des différentes personnes, leurs idées et leurs aspirations pour notre organisation. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons entrepris un nouveau processus de planification stratégique qui comprend des commentaires importants recueillis par le biais des groupes de discussion, des sondages et des conversations directes. Grâce à vous qui ont complété le sondage, nous avons une bonne réponse. Maintenant, nous prenons tout ça, ces informations, pour développer notre chemin. Et nous avons hâte de vous donner une mise à jour de notre plan stratégique plus tard ce printemps. Ce chemin, bien sûr, s'appuie sur ce que nous avons appris et réalisé dans les dernières années. Grâce à vous et la résilience de notre communauté l'année dernière, nous avons pu financer de nouvelles subventions de recherche. Nous avons doublé le nombre de bourses d'études de MII. Et nous avons aidé des milliers de personnes grâce à des ressources éducatives, des programmes de soutien et des efforts de plaidoyer. Nous avons un impact. Nos experts de COVID-19 de MII poursuivent leurs efforts complets en fournissant des conseils par le biais de les ressources en ligne et ces webinaires. Maintenant, nous sommes au 30e. Pour l'avenir, un certain nombre de programmes sont disponibles. Maintenant, c'est le temps de s'inscrire pour notre Gutsy Walk annuel, qui sera certainement une journée très percutante. Les marchés communautaires auront lieu partout dans le pays le dimanche le 5 juin et nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous et montrer à tous les personnes atteintes de MI qui ne sont pas seules. Aussi, un rappel que le programme de bourse IBD accepte des candidatures cette année. Cette année, nous allons accorder 5 000 $ de bourse à 15 étudiants inspirants qui fréquentent un établissement postsecondaire canadien pour le prochain semestre d'automne. Visitez Crown College Canada pour en savoir plus sur les programmes qui s'offrent à vous. Et comme toujours, ces informations sont enregistrées du webinaire, sont accessibles sur le site web. Sur ce, un grand merci également à notre groupe de travail qui continue à se réunir pour discuter les politiques et les recommandations nécessaires pour notre communauté. Merci aux panélistes d'aujourd'hui, Dr. Abdou Sharkawi et Dr. Ellen Kunzik, dans ce qui sera une autre discussion intéressante sur les vaccins. Merci également à BG Communication et à Mike l'interprète d'avoir fourni une interprétation en direct dans la langue française. Et bien sûr, beaucoup d'appréciation à nos fantastiques modérateurs, Dr. Gil Kaplan, professeur de médecine à l'Université de Calgary, gastro-entérologue d'épidémiologiste adulte, ancien président du Conseil consultatif scientifique et médical, et ainsi que Eric Benchamal, professeur de gastro-entérologue pédiatrique à l'hôpital pour enfants malades à l'Université de Toronto, et le président du Conseil consultatif scientifique de médecine, ainsi qu'administrateur de Crohn et Colite Canada. Merci à vous. Merci, Laurie, pour cette belle introduction. Merci, Laurie. Numéro 30. Wow! Je n'avais pas réalisé que c'était le 30e déjà. Souvenez-vous, ce qu'on était là il y a 2 ans, c'était le temps à peu près le 11 mars où OMS avait déclaré la pandémie. On avait énoncé cette équipe et nous avons pris la décision de faire des webinaires et de faire des webinaires au travers de la pandémie. Donc, c'était le 19 mars. Je ne crois pas qu'on aurait cru d'être ici à faire le 30e 2 ans plus tard. Non, mais je crois qu'on devrait se concentrer ici, qu'on n'est pas dans la même situation que nous étions là, il y a 2 ans. C'est beaucoup mieux que c'était. Il y a encore beaucoup de pertinents qui nous inquiètent, des anxiétés, bien sûr. Et je crois qu'on est ici pour aider à cette situation et vous guider sur ce qui arrive durant ce temps d'ouverture et de changement à nos mesures de santé. Et pour l'auditoire, ce webinaire va avoir un format très semblable à celle qu'on a déjà fait en janvier. Et c'est que les choses ont changé tellement de façon drastique où nous étions dans la pandémie, tellement différent maintenant de où ce qu'on était en janvier. Donc, je crois vraiment que c'est un bon temps pour le faire encore avec des données à jour. Et on va faire une petite pause pour parler des recommandations, des choses qui ont changé. C'est bon? Donc, maintenant,
Je vais partager mon écran un instant, s'il vous plaît. Voilà. OK, ça c'est aujourd'hui et le but de mes quelques diapos, vraiment, c'est de discuter les mises à jour sur le site web et les recommandations de notre équipe et on espère clarifier des questions qui ont rentré durant les premiers mois de l'année. Donc, le CCC et l'équipe s'est rencontrée encore le 1er février et ce que nous avons discuté encore, c'était une mise à jour de Omicron. On s'est rencontrés en janvier et on était incertain à ce qui allait arriver et probablement que personne ne s'attendait à cette montée en flèche. Et heureusement, personne ne s'attendait que possiblement que c'était un peu moins sévère que le Delta était. Le résultat d'une grande montée en hospitalisation, mais pas une grande montée en décès qui nous concernait. Donc, on a passé au travers de cette vague et les choses se sont améliorées, heureusement. Nous avons aussi voulu discuter le 3e et 4e dose de vaccin que nous allons clarifier dans quelques instants. Les thérapies antivirales qui ont vraiment été rendues disponibles depuis janvier, un peu plus tôt pour quelques-uns, mais du moins plus accessibles depuis janvier. Et ensuite, l'idée des masques, entre autres, des mesures de santé publique et avec Omicron. Et ensuite, nous avons fait la revue de tout ce que nous avons revu dans les derniers webinaires. Gil a fait la revue des sérologies et l'immunité de sa cohorte pour le COVID-19 et le IBD, groupe de recherche. Et vous pouvez scanner ce code QR qui va vous apporter aux vidéos YouTube pour le dernier webinaire où il fait une revue en détail et il va nous donner un peu une mise à jour aussi. Donc, un rappel sur les stéroïdes. Donc, je crois que c'était le fait saillant, le message à souligner ce mois-ci dans les changements, dans nos recommandations, parce que je crois que de plus en plus de données que nous avons de disponibles de les patients IBD et de d'autres maladies, que les stéroïdes sont pas bons et augmentent les sévérités de COVID-19 chez les enfants et les adultes de IBD et ont démontré cette association entre les stéroïdes et les mauvais résultats avec COVID-19. Il semble être associé avec une baisse de réponse au vaccin, comme Gil a démontré dans un webinaire. Il semble être associé avec l'immunité qui diminue. Donc, les anticorps semblent diminuer lorsque vous êtes sur les stéroïdes. Donc, avec tout ça en tête, je crois que ça a été vraiment le message de notre équipe dès le début de la pandémie. C'est que certainement l'âge et probablement les comorbidités sont des points saillants, des facteurs importants pour le COVID-19 sévère. Mais au-delà de l'âge, les stéroïdes sont encore le gros risque pour COVID-19 dans les patients de MII et l'inflammation, aussi la malnutrition et l'exigence de la nutrition par intraveineuse. Donc, ce profil est disponible sur ce site web et vous pouvez scanner le code QR aussi. Donc, les nouvelles recommandations que nous allons poster en février, il y a 2 groupes, les recommandations de vaccins et les recommandations des antivirales. Donc, les vaccins sur COVID-19, sur le site web, vous pouvez cliquer sur les vaccins. Et les nouvelles recommandations sont que tous les patients de MI et 5 ans et plus devraient recevoir des 3 doses de vaccin ARNM. Et c'est parce que l'immunité est décroissante et Omicron, nous savons que 3 doses ont fonctionné beaucoup mieux que 2 doses à prévenir l'hospitalisation et des résultats sévères. Et à cause de la probabilité que les enfants vont être immunosuppressés dans le futur. Et donc, ils ont besoin d'avoir leur vaccin quand ils ne sont pas immunosuppressés. Donc, compromis, les patients immunodéprimés modérés ou l'inflammation modérée sévère ou modérée sévère ou NPT ou la nutrition pour la malnutrition devraient recevoir une 4e dose 3 à 6 mois après la 3e dose pour donner une meilleure protection et de vraiment les données qui supportent ces informations sont faibles présentement, ils demeurent faibles, mais nous équilibrons le tout, le risque et les bienfaits d'une 4e dose du vaccin et donc il y a très peu de côté négatif. Mais parlez aux médecins si vous avez des réactions néfastes aux autres doses, vous n'êtes pas sûr si vous devriez avoir une 4e dose. Et si vous êtes triste
sur les stéroïdes à n'importe quel moment avec les vaccins devraient recevoir une 4e dose au moins 3 mois après la 3e dose. Et encore une fois, c'est basé sur les informations de Gill et d'autres cohortes d'études qui démontrent que les stéroïdes sont un facteur de danger de diminution. Et donc, si vous êtes présentement sur les stéroïdes, vous devrez recevoir la 4e dose 1 à 3 mois après la 3e dose pour assurer que vous êtes bien protégé. L'information sur les choses est disponible sur ces 2 codes QR, celle du haut pour les recommandations de vaccins, celle du bas, et c'est des informations pour les clients, les questions-réponses fréquemment demandées et vous réfère aux recommandations en ligne aussi. Donc, avec cela, une mise à jour sur comment nos vaccins fonctionnent. Et en fait, l'idée, c'est que ça fonctionne bien, vraiment bien. C'est des données de côté Ontario. Et il semblerait que la ligne bleue, les vaccins, l'efficacité à empêcher toute infection avec SARS-CoV-2. Et vous pouvez voir qu'on n'est pas aussi bien que nous l'étions avec le Delta. On est vraiment à 50% de protection. C'est pas horrible. C'est encore qu'il y a de la protection qui est à 2 vaccins de revenir sur Omicron parce que Ontario, c'est Omicron. Et 3 vaccins qu'on avait anticipé, en fait, que ça soit plus haut. Mais on ne publie pas ces informations. Donc, en attendant, 2 vaccins ne semblent pas payer, 3 vaccins, c'est mieux. Mais la protection contre l'hospitalisation et l'admission à l'urgence, vous voyez que c'est une excellente protection, même avec Omicron, même avec 2 doses. Quand même, on recommande 2 doses pour optimiser les choses. À peu près 50% des patients ont eu 3 doses. Mais nous croyons que même 2 doses vous protègent contre l'hospitalisation et l'admission à l'urgence. Et c'est de regarder à ces données d'une différente façon. C'est le taux par capitale de vaccinés versus non vaccinés pour l'infection avec SARS-CoV-2. Et vous pouvez voir qu'il y a encore une certaine protection si vous êtes vacciné, mais pas une grande protection après 2 doses. Lorsque vous regardez l'hospitalisation, il y a une plus grande protection. Et lorsque vous regardez l'admission à l'urgence, il y a plus de protection. Et très peu des gens admis à l'urgence ont eu 2 vaccins. Très peu. Donc, vraiment, c'est les risques sévères qui préviennent des bonnes choses. Donc, on se déplace maintenant aux recommandations des thérapies antivirales et comme définition sur ce que ça veut dire qu'un médicament que vous utilisez une fois que vous êtes déjà infecté pour réduire la durée des symptômes ou de réduire le risque et ou de COVID-19 grave. Et il y a 2 types approuvés par Santé Canada, les antivirales. La première est monoclone en infusion et l'autre est oral antiviral traitement. Et la marque, c'est Paxlovid. Les 2 ont été approuvés. Paxlovid a été approuvé en janvier. Donc, une nouvelle section sur le site web sur les thérapies antivirales. Vous pouvez voir derrière, en bas de cette section, la recommandation que nous donnons, c'est que nous supportons la disponibilité des traitements antiviraux pour les patients adultes atteints de MII, immunodépressés. C'est le groupe qui est plus à risque pour les résultats, mais fortement recommandé pour les personnes sous stéroïdes systématiques parce que c'est un médicament que nous avons démontré encore être associé avec le COVID sévère. Et d'être sur les stéroïdes veut dire ce prednisone équivalent de 20 mg par jour ou plus de 0,5 mg par kilo si vous êtes un enfant. Et malgré Paxlovid est vraiment seulement indiqué et approuvé pour l'utilisation chez les adultes, c'est des fois disponible pour les enfants avec une maladie infectieuse après consultation. Donc, si un docteur voit qu'un enfant est potentiellement sur les stéroïdes très hauts, très malade pour des raisons d'inflammation stéroïde, de malnutrition ou d'autres comorbidités, ils peuvent consulter un médecin MII et le médecin peut dire oui à donner Paxlovid même à un enfant. Il y a maintenant des essais pour Paxlovid sur les enfants, les essais pour les enfants. On va voir ce qui va arriver avec cela. Donc, aussi fortement recommandé pour les patients non vaccinés atteints de MII ou ceux qui ont reçu le vaccin moins de 6 mois à cause de l'immunité qui est décroissante. Ces 2 groupes de personnes sont vraiment à haut risque de COVID sévère s'ils l'attrapent. Mais discuter le risque et les avantages avec les médecins traitants. D'autres risques aussi peuvent jouer un rôle. Donc, si vous êtes obèse, si vous avez d'autres comorbidités comme problème de cœur, de poumon, l'âge vieillissant, c'est tous des facteurs de risque qui vont rentrer en question lorsque les gens considèrent si on devrait recevoir Paxlovid ou monoclone. Bon, évidemment,
il y a beaucoup des provinces demandent un accès test PCR pour démontrer que vous avez eu SARS-CoV-2 pour avoir ces traitements. Donc, nous voulions souligner le fait que la plupart des places, les PCR, sont disponibles pour les gens qui sont immunosuppressés. Donc, si vous êtes sur les immunosuppresseurs médicaments, vous pouvez aller avoir un test PCR, même si le reste du monde ne le peuvent pas. Et en plus, si vous allez à une urgence, par exemple, avec COVID, ils vont faire une vérification PCR. Mais à la toute fin, encore une fois, les recommandations fortes pour les vaccins, c'est mieux de prévenir en premier lieu que c'est d'être traité après. Nous savons que les vaccins sont encore efficaces pour éviter le COVID sévère. Donc, ça, c'est les recommandations courantes. Et nous allons certainement répondre aux questions si vous les avez. Nous avons les questions qui ont été envoyées avant, mais je voulais premièrement lancer ça à Gil et demander à Gil sur ses pensées. Et en fait, on va faire un sondage en premier. Désolé, je devrais suivre le script. Bon. Sondage, combien de doses de vaccins contre la COVID avez-vous reçues à date? Le sondage apparaît sur l'écran. 0, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne vois pas combien de personnes répondent. Donc, Sarah va décider quand est-ce fermer le sondage. And of course, Eric, we have a special. Bon, évidemment, Eric, on a une population spéciale, un auditoire spécial ici. Donc, 70% ont eu 3. Mais c'est intéressant, les autres. J'avais imaginé 4, je m'attendrais. Mais probablement qu'on aurait dû en avoir 4. Donc, c'est excellent, en fait. C'est 86 à 96% de nos patients ont eu 3 ou possiblement 4 vaccins. Mais on a un auditoire spécial aujourd'hui. Peut-être que je ne devrais pas être trop inquiet sur les vaccins, pousser les vaccins, vu que tellement de gens l'ont eu. Donc, on est vraiment heureux de l'entendre, de le voir. Oui, j'étais pour dire, vous n'êtes pas nécessairement, ça ne reflète pas la population générale. À peu près 50% des Canadiens, je crois, ont eu leur 3e dose. Donc, merci de prendre le sondage. Donc, il semblerait que je n'ai pas à répondre à cette question. Bon, mais on va voir plus tard un scientifique qui va combiner les résultats que vous allez voir aujourd'hui avec cet auditoire ici. Cet auditoire, ils sont engagés, ils écoutent, ils nous écoutent parler des vaccins, des choses comme ça. Mais il va parler un peu plus de l'impact dans la population générale. Et Éric l'a mentionné, ça ne sera pas aussi haut que nous voyons dans notre auditoire. C'est pour cette raison que je veux partager avec vous les données que nous avons sur les 3 doses et le vaccin. Je dois partager mon écran ici. Bon, OK. Les gens qui ont fait partie de le webinaire de janvier vont voir que c'est très semblable. Un petit peu mis à jour un peu, mais c'est vraiment important simplement de souligner le rationnel derrière pour lequel on encourage les gens d'avoir 3 doses et l'importance d'avoir toutes les recommandations possibles. Et donc, je vois la prochaine. Donc, qu'est-ce qui arrive après les niveaux, après la 3e dose du vaccin avec MII? Donc, je vais partager avec vous les informations qui ont été générées à Calgary, à l'Université de Calgary. On a recruté 500 personnes avec MII. On a mesuré les anticorps aux spike protéines après chaque dose de vaccin. On essaie d'essayer la montée d'antivax. Ce qui est arrivé dans le temps et de regarder les faits qui peuvent influencer les niveaux tels que l'âge et les traitements et les médicaments qu'ils prennent. Donc, on voit les anticorps sur 4 vaccins, 4 catégories de vaccins. Donc, la première dose du vaccin, les anticorps après la première dose et après la 2e dose mesurée après 1 à 8 semaines après la 2e dose. Et ce groupe, après la 2e dose, mais mesuré après 8 semaines. Et ça, c'est un groupe que nous avons mesuré les anticorps après la 3e dose du vaccin. On n'a pas les données encore qu'on peut présenter sur la 4e dose, malgré qu'on collectionne ces données présentement. La ligne bleue représente le seuil où les anticorps sont considérés positifs et à peu près à 15. Et vous pouvez voir sur l'Y les anticorps peuvent monter jusqu'à 100 000. Et donc, on a rentré l'Y pour capturer ça pour la visibilité. Mais en tout et partout,
82% des gens avec MII, zéro conversion de facteur de 50 après leur première dose de vaccin, qui veut dire qu'ils ont eu des anticorps de réponse anticorps et la moyenne des niveaux après la première dose était à peu près à 1800 unités. Donc, à comparer à la deuxième dose, donc de 1 à 8 semaines après la deuxième dose des vaccins, 99% des patients MII ils ont eu cette réponse anticorps. Maintenant, vous voyez que la moyenne a monté jusqu'à 9200. Donc, avec le temps, lorsqu'on mesure les gens après 2 mois de leur vaccin, on commence à voir les anticorps qui commencent à décliner un peu. En fait, ils deviennent zéro négatif, qui veut dire qu'ils n'ont pas assez pour dépasser le seuil. Vous pouvez voir la moyenne qui tombe à peu près à 3000. Par contre, si vous avez la troisième dose du vaccin, ça vient au secours des anticorps. Et après la troisième dose, 99,5%, tous, moins une personne ont converti et la moyenne a monté d'une moyenne de 3 000 à plus de 1440 000, c'est-à-dire 14 000, pardon. Et qu'est-ce qui arrive après la troisième dose dans le temps? Plus de données pour présenter depuis janvier, donc plus riche que la dernière diapo que j'ai montrée, mais ici, on voit les anticorps qui sont sur cette fois ici, c'est après la troisième dose, jusqu'à quand on mesure les points noirs sont celles qui ont eu ou qui n'ont jamais été exposées au COVID, et les bleus sont ceux qui ont été diagnostiqués avec COVID avant les vaccins. Donc, après le contrôle et les facteurs, l'âge et les MII, les médicaments, on a observé que les anticorps ont diminué par 12% par semaine, mais ils tombent d'un plus haut niveau qu'à comparer où ce qu'ils étaient avec la deuxième dose. Et malgré qu'on ne comprend pas tout à fait les niveaux d'anticorps qui sont nécessaires pour une protection complète, nous savons de d'autres études que les anticorps tombent, le risque augmente. Maintenant encore, on teste tout le monde pour voir exactement ce qui arrive avec les anticorps si on suit les gens et les anticorps plus loin dans le temps. Maintenant, on a réalisé qu'il y a un nombre de facteurs comme influencent les anticorps dans le temps. Je voulais simplement discuter un instant l'âge. Dans le paragraphe que j'ai montré, une image 2-dimensionnelle où les anticorps et le temps étaient les 2 points. Maintenant, on écrit un 3-dimensionnel qui inclut l'âge sur le Z. Donc, ces points représentent les anticorps sur quelqu'un qui a 80 ans et plus avec MII. L'animation démontre que les anticorps montent constamment au travers des plus jeunes groupes d'âge âgés entre 70 et 79. Mais comme vous pouvez voir, l'âge n'est pas le seul facteur qui va affecter les anticorps. Des gens qui sont plus bas d'âge ont des anticorps plus bas aussi. Donc, une des grandes choses qu'on voit en tant que facteur additionnel, c'est l'exposition aux médicaments que vous avez quand vous avez la troisième dose. Et ça nous démontre ici la moyenne des anticorps quand on passe aux différentes doses du vaccin. Et on peut voir au travers de la plupart, il y a beaucoup d'anticorps qui ont augmenté à partir de la première dose à la deuxième dose. Et ces anticorps commencent à décliner, mais ensuite sont au secours encore la troisième dose. Ce qui est vraiment important ici, c'est que vous pouvez voir la ligne bleue qui représente les gens qui sont sur Stellaros, Stenabab, le jaune et les gens qui sont Tilerabab, Lucimab, et l'orange, les gens qui sont un des anti-TNF, Pleximab, Remicade, Humira, ou le biosimilaire. Vous pouvez voir cette augmentation, peu importe les médicaments. En fait, le seul classe de médicaments qu'on voit une réponse très basse, c'est celle sur prednisone. Et ça souligne toutes les informations qu'Éric a mentionnées. Donc, si vous êtes sur prednisone, c'est le temps d'avoir la dose de vaccin. Vous n'aviez pas les anticorps, les répondants. Donc, c'est encore élevé, mais c'est plus bas que comparé à si vous étiez sur les anticorps ou un médicament. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la quatrième dose? Il y a des stress, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de données qui sont là. On a fait que commencer à apprendre ces informations de la quatrième dose. Et ultimement, cette question est inconnue encore. On essaie de répondre avec les estimés de ce qu'on croit qui est la bonne chose à faire sans les données pour nous guider. Donc, ça souligne les anticorps et les tests qui ont été faits à date. Et on ne sait pas à quelle mesure ça diminue.
la décroissance, les anticorps que vous avez besoin vraiment pour trouver la protection. Même si les anticorps sont en décomposition, nous savons qu'à part les T-cells et les cellules mémoire qui font faire partie du combat aussi, on ne sait pas exactement comment il se joue dans la troisième et définitivement après la quatrième dose. Donc, les variantes comme Omicron et d'autres variantes futures qui peuvent changer la donne. C'est pour cette raison qu'on a besoin de faire beaucoup d'études pour savoir définitivement ce qu'on peut voir dans la quatrième dose. Donc, on est au point de dire qu'au moins pour la troisième dose, c'est important pour tout le monde d'avoir la troisième dose. Donc, dernièrement, je veux remercier tout mon personnel, mes étudiants, George, qui défend sa maîtrise, que je vous ai montré en mai, et fait un beau pour analyser toutes les données. Donc, on va amener Eric ici sur l'écran pour les questions. Et je sais que tout ce qu'on a fait dans notre étude était en fait recruter les adultes ou ceux qui ont 18 ans. Et puis, je voulais vous demander votre perspective sur ce qui serait l'impact d'avoir une troisième dose sur les enfants, les données qu'on sait, l'arrière-plan, les recommandations qu'on a données plus tôt. Donc, oui, je crois que les ados, on peut parler des ados séparés des 5 à 12 ans. Je crois que les ados de 12 ans et plus, probablement, devraient suivre les mêmes recommandations que les adultes. Je crois que c'est la ligne de base, qu'on voit des risques similaires et de percer avec l'Omicron. Donc, certainement 3 doses. Je n'ai pas encore nécessairement recommandé une 4e dose aux ados. En Ontario, les Ontarios avaient le droit d'avoir la 3e dose. En novembre, c'était immunosuppressé et ce n'était pas immunosuppressé. Donc, on ne fait que commencer à arriver au 6e mois en termes de se qualifier pour la 4e dose. Et on commence à dire que si vous êtes 6 mois rentré dedans, vous devriez recevoir la dose de vaccin. C'est efficace, c'est utile, et de le faire si vous êtes immunosuppressé. Mais en général, les ados suivent les mêmes recommandations que les adultes. Les enfants, un peu plus différents. NACE avait recommandé que 8 semaines entre la première et la 2e dose, qui, vous savez, je crois, premièrement, en fait, ça a dû aider avec les réponses immunosuppression. Et nous savons qu'il y a une meilleure réponse immunitaire. Même les gens, moi et ma fille, on n'a pas attendu les 8 semaines parce qu'Omicron frappait, on sentait que c'était mieux de lui donner la 2e dose aussitôt que possible. Mais je crois que c'est raisonnable d'attendre 8 semaines pour la 3e dose et de vraiment ce groupe d'âge ne se qualifie pas encore pour la 3e dose, même s'ils sont immunosuppressés. Maintenant, 2 doses. Est-ce que ça va être 8 semaines séparées? Ça dépend sur votre circonstance personnelle. Je crois que ça dépend sur où vous habitez et le niveau de prévalence de COVID dans votre région, qui peut être difficile à vérifier parce qu'on ne fait plus de PCR. Je crois que numéro 2, l'autre considération que j'aurais, c'est que si votre enfant est immunosuppressé et qui rentre dans une école qui vient de lâcher les mandats des masques, et on va gérer ça dans un peu, je garde la faveur de garder cette 2e dose le plus tôt possible et de commencer à regarder la 3e dose. Et on espère que ça sera disponible très bientôt. Donc, encore une fois, ça dépend où vous habitez et vos circonstances. Si je peux faire un commentaire ici sur le timing, encore une fois, dans notre ville, et chez les adultes et les enfants, et il y avait des adultes qui ont reçu leur dose à l'intérieur de 4 à 6 semaines près de la recommandation. C'était les gens, les soignants ou ceux qui ont eu des priorités. Mais souvenez-vous, en Alberta, pour essayer d'avoir plus de gens pour avoir la première dose, par le printemps de 2021, beaucoup de gens, en fait, ont poussé leur dose, ont eu un délai entre la première et la 2e dose qui permettait beaucoup plus de gens pour recevoir la première dose. Donc, on a une belle séparation entre ces délais. C'était intéressant que ceux qui avaient le délai avaient un anticorps plus haut après la 2e dose, donc qui suggère que peut-être même que ça donnait une protection supplémentaire. Mais après la 3e dose, les anticorps étaient tellement hauts que ça a annulé tous les autres effets. Peu importe c'est avoir reçu la première ou la 2e dose, ou dans 2 mois ou 3 mois, en ayant la 3e dose, les anticorps étaient vraiment plus hauts et ça a cancellé les effets. Probablement, je suspecte que la même chose peut être extrapolée pour les enfants. La clé, c'est d'avoir la 3e dose lorsque c'est possible. D'accord. OK, on avance maintenant. Je vais vous introduire Ellen Kunzik.
Gail et moi, on a travaillé avec Ellen depuis un bon moment maintenant. Ellen a fait sa maîtrise à Western et en épidémiologie, et depuis, elle a sa maîtrise, son doctorat, pardon, et post-doctorat à Cheer, à Ottawa, avec moi, qui travaille sur MII, et maintenant, elle est rechercheur senior à l'Institut des enfants, et elle travaille sur l'épidémiologie et les MII chez les adultes et chez les enfants. Donc, elle est vraiment talentueuse, qui apporte la connaissance scientifique que je n'ai pas moi-même, mais elle est phénoménale, et elle a récemment fait une étude sur la prise des vaccins en Ontario, nous utilisant les données de ICS, et ça, c'était publié récemment sur la publication de MI. Et maintenant, on peut parler du vrai monde et de le niveau d'avoir pris les vaccins en Ontario. Bon, merci pour cette introduction. Merci Eric et Gil pour l'invitation de partager des données avec vous. Bon, maintenant, je vais partager mon écran. Donc, on voulait regarder si oui ou non les patients étaient vaccinés et comment ça se comparait aux gens sans MII. Donc, comme Eric a mentionné, on a publié cette étude récemment dans l'Atlantique, et ces données ont à peu près 2 mois de vieillesse. Donc, on utilise les données administratives sur les santé pour étudier l'adoption des vaccins, et ces données incluent l'information qui est collectée par l'administration. Ça inclut les choses comme les facturations, les visites et les réclamations des médecins. Donc, en disant ça, on peut identifier tout le monde en Ontario qui vit avec MII. Et on utilise ces données pour créer le Ontario maladie de Crohn et colite tous les gens qui vivent avec la MII, différents groupes de personnes que ceux qui sont sur le webinaire ici. Et ces données sont liées à une base de données COVAX qui a de l'information sur tous les vaccins qui ont été administrés en Ontario, et tout vaccin administré à quelqu'un en Ontario, mais à l'extérieur, si on a reçu un vaccin à l'extérieur de la province, ils peuvent le rapporter, et ce vaccin serait compté aussi. Donc, les données démontrent que les gens avec MI sont plus susceptibles d'être vaccinés que la population générale. Donc, sur la ligne bleue, c'est les premières doses, la ligne verte, c'est la deuxième dose, et la rouge est la troisième dose. Les couleurs plus foncées, foncé bleu, c'est MII, première dose. Le vert foncé, c'est deuxième dose chez les patients MII. Vous pouvez voir les premières 2 doses sont beaucoup plus hautes que dans la population générale. Lorsqu'on compare les 2 doses chez les gens chez MI, c'est 89%, et comparé avec les gens sans MI, c'est 84%. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le webinaire et ce qu'on voit. Mais quand on regarde la troisième dose, seulement 58% des gens avec MII ont une troisième dose, comparé à 44% des gens sans MII. Et ça, c'est 32% plus haut chez les patients MII que chez les gens sans MII. Ce qui était vraiment intéressant ici, c'est lorsqu'on a regardé les données un peu en profondeur, on a regardé, on voit ici 18 à 39 ans, et 82% des patients dans ce groupe d'âge avaient 2 doses, à comparer à 79% dans les gens qui n'avaient pas le MII. Et 3 doses, c'était 41% des patients MII avaient une 3e dose, à comparer à 28% des patients qui n'avaient pas de MII. Donc, et lorsqu'on compare ces 2 chiffres, les patients MII sont 47% plus susceptibles d'avoir une 3e dose. On voit un peu de différence lorsqu'on regarde l'autre spectre, l'autre côté de l'âge chez les patients qui ont 80 ans ou plus vieux. 94% des patients MII avaient 2 doses, comparé à 89% sans MII. Et lorsqu'on regarde 3 doses, 77% des patients MII avaient 3 doses et 71% des patients sans MII. Donc, les chiffres sont beaucoup plus rapprochés avec ceux qui l'ont et ceux qui n'ont pas, à comparer avec la population générale dans cet groupe d'âge plus vieilli.
vieillissant. Donc, une grande différence d'âge. Le plus vieux qu'on est, le plus susceptible qu'on est d'avoir eu un vaccin. Et ça, c'était un survol rapide de l'information. Et je redonne le micro au modérateur. Excellent, Hélène. Et beau travail. Merci d'avoir partagé ça. Et ça nous démontre effectivement que notre histoire est spéciale et que ça nous pousse à nous maintenant de découvrir comment on peut, en fait, augmenter la prise des vaccins. Non seulement la 4e dose, mais même simplement d'avoir leurs 3 doses. Je crois que ce serait grand pour nous d'essayer d'augmenter ces chiffres dans le temps. Absolument, je crois qu'on va voir ça dans le temps aussi si ça l'améliore. Je suspecte que oui, pour nos patients MII passé janvier, mais surtout en jugeant notre auditoire webinaire. OK, avec cela, on va commencer à répondre à vos questions et je vais amener notre invité maintenant. Malheureusement, Dr. Nesbitt, Dr. Barrett, qui était cédulé pour être ici, a été appelé dans une réunion et ne pouvait pas s'en sortir. Donc, elle ne peut pas être avec nous ce soir, mais on a Dr. Abdul Shakawi qui s'est joint à nous le mois passé aussi et qui est un membre de notre comité. Donc, Dr. Shakawi est un professeur adjoint de médecine, département de médecine, division de maladies infectieuses, Toronto Western Hospital, Université de Toronto, et il est fréquemment membre de la microbiologie et des maladies infectieuses du Canada, avec quasiment 20 ans d'expérience sur les premières lignes, passant à la première virus SARS de 2003. Il était une voix dirigeante et un excellent traducteur d'informations scientifiques au travers des 2 dernières années. Donc, on est vraiment fiers de l'avoir sur le webinaire ce soir et qui fait partie de notre équipe, notre comité. Et vous pouvez voir dans son Twitter, on ne tiendra pas ça contre lui. Heureusement pour lui, il garde ses salutations pour son épouse et ses 3 garçons. Donc, bienvenue Abdou, merci de vous joindre à nous encore une fois. Merci de me recevoir encore une fois. Et je suis un fan des Canadiens plus que toute autre chose. Peu importe l'équipe canadienne se rend dans les... T'as dit canadienne. OK, non, il dit pas les Canadiens, mais une équipe canadienne. OK, les Blue Jays, vous les voir jouer, ouais, OK. Donc, espérons qu'on peut en parler plus de sport et de voir des choses plutôt que des virus. Absolument. Bon, bienvenue. Et juste pour poser la première question, on avait beaucoup de questions à autour de la 4e dose et je crois que si on démontre les données, on commence à voir des données internationales sur les 4e doses très semblables à ce qu'on voit à Calgary. Je crois que c'est assez bien établi que ces 3 doses, vous avez besoin de 3 doses. Quelles sont vos pensées sur la 4e dose, considérant qu'il y a beaucoup moins de données sur elle, mais que nous voyons les lignes maîtresses au travers des provinces, les gens qui sont immunocompromis, qui ont la 4e dose. Qu'en pensez-vous et est-ce que eux, ils le reçoivent, le timing est bien? Beaucoup de questions qui sont demandées dans notre auditoire. Je crois que le défi maintenant pour l'assurabilité d'une 4e dose, c'est de ne pas avoir assez de temps d'avoir démontré depuis Omicron est devenu une grande chose et reculé dans plusieurs des pays du monde et diminué au Canada aussi, mais probablement qu'on doit équilibrer tout ça avec le potentiel d'une autre vague et pour une montée en infection relatif à le VA2 et qu'on entend continuellement, qui est en arrière-plan, qui est en attente. Les gens semblent pas trop inquiets. D'autres, incluant moi-même, on est un peu, on jette un coup d'œil assez important. Premièrement, il a les mêmes caractéristiques que son cousin VA1, qui était la forme dominante d'Omicron dans le monde entier en termes de la transmissibilité. C'est vrai contagieux, ça s'étend facilement d'une personne à une autre. Mais ce qui fait qu'il est plus intégré et plus troublant, en fait, c'est le fait qu'en termes de son attaque, les types de mutations, son empreinte est un petit peu dérangeante, croyez-le ou non, que le V1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'immunité pour les gens qui sont déjà vaccinés contre Omicron d'avant? Donc, probablement, c'est une protection raisonnable si vous avez été immunisé
est raisonnablement bien protégé contre la première version d'Omicron, que vous avez gardé cette immunité, vous allez probablement être OK contre le deuxième V2. Si vous n'êtes pas suffisamment immunisé en termes d'avoir l'immunité contre Omicron, et disons, pour n'importe quelle raison, que vous avez seulement l'immunité qui était acquise durant la Delta, et on espère que c'est la minorité des patients, surtout pour ceux qui ont le MII, vous serez dans le trouble, finalement, parce que ne confère pas la même immunité croisée, si on veut, de Delta, par exemple, à Omicron 1 ou Omicron 2. En fait, ce que nous allons voir est un risque. Nous allons probablement pousser pour la 4e dose dans des juridictions où on voit en augmentation dans la transmission, et même si c'est une montée qui commence à augmenter, qui n'a pas mené au grand nombre de cas dans les hôpitaux, je crois que ça serait très raisonnable de considérer une 4e dose, probablement dans une fenêtre de 3 mois, simplement parce que c'est très imprévisible à ce qui peut arriver avec cette prochaine lignée pour les gens qui sont à plus gros risque. Donc, il faut surveiller de tout près. Peux-tu parler, Abdou, de la preuve de la 4e dose, de l'efficacité? Je crois que j'ai vu des données d'Israël qui démontrent que l'efficacité de ne pas protéger contre la 4e dose. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais une partie du problème, c'est que pas assez de temps. La raison pour laquelle on donne une dose additionnelle, on est concerné sur l'immunité décroissante. La question est que si on recrute assez d'immunité au travers de 3 doses, même avec MII, par exemple, et avoir été sur des biologiques pour quelque chose d'autre, quand est-ce qu'on va voir cette diminution arriver? Je crois que c'est très probable que, bien sûr, nous allons le voir, possiblement que nous ne l'avons pas vu encore. On doit vraiment équilibrer les chances de transmission qui arrivent à un très haut risque dans certaines communautés et un groupe d'âge, les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, et ensuite déterminer s'ils vont aller vers une augmentation de l'immunité qui va diminuer. Et quand est-ce que ça va arriver? Je crois que personne n'a la réponse. Probablement qu'on va savoir d'ici l'été. On va avoir une bonne idée, certainement. Les anticorps et les niveaux, les études qui sont faites. En Israël, je sais qu'il y a certaines études qui sont faites présentement, en Afrique du Sud aussi. Donc, nous allons avoir une meilleure idée à ce point-là pour comprendre, pas avec une mini-vague, mais de voir ce qui va arriver plus tard. Le point que tu as mentionné, que je veux souligner ici, qu'on a souligné dans le dernier webinaire, ça dépend où vous habitez et le risque dans votre lieu et dans votre temps. Si vous vivez dans un lieu où une grande population, on va voir possiblement une percée. C'est un petit peu différent si vous vivez dans une région où on voit moins de cas. Et avec ça en tête, docteur, je sais qu'il y a des gens qui ne testent pas autant qu'avant. Donc, quelle est la meilleure façon de savoir que les choses, en tant que gastroentérologiste, en fait, tu commences à tester même l'eau. Comment est-ce qu'on va savoir lorsqu'il y a des percées de COVID? Comment le traiter? Oui, c'est un grand défi, certainement. Il y a beaucoup d'implications politiques, il y a beaucoup de politiques en place. Comment garder une infrastructure de vérification de risque lorsqu'il y a un vrai focus sur l'hospitalisation et les admissions à l'urgence et des décès comme les métriques les plus importantes. Mais certainement, on ne veut pas les mettre de côté comme étant les plus importants. C'est critique de se souvenir qu'ils ne sont pas les seuls facteurs importants métriques à suivre. Donc, vous êtes très précis pour identifier la sorte de grand vide avec lequel nous avons plus le PCR qui est disponible au large, et donc les antigènes, les tests est très incohérent, n'est pas disponible partout, dépendant de vos
moyen de vous les procurer. Et en plus, vous devez savoir quand et comment les utiliser. Vous devez savoir les utiliser fréquemment pour avoir le plus haut rendement. Qui veut dire de savoir quand vous pouvez être exposé à quelqu'un, en utiliser de façon répétée. Si vous pensez que vous êtes exposé, vous êtes symptomatique, et de savoir quand faire un suivi. Si le test est négatif et que vous êtes encore inquiet, et c'est certainement, si c'est compatible avec COVID, il y a beaucoup, dans cette étude-là, il y a beaucoup plus de difficultés que de simplement aller à une clinique de test COVID, de moins un test spécial. Tu as mentionné les tests des eaux usées, qui vraiment, c'est un outil fascinant parce qu'il ne montre pas précisément et ne dépeint pas ce qui se passe dans la communauté. Avec une bonne... premièrement, ce n'est pas adéquatement disponible partout, donc possiblement que vous avez une juridiction qui n'a pas des tests d'eau usée du tout, et vous êtes laissé avec pas grand-chose. Donc, vous allez devoir vraiment garder vos yeux informés. Si vous voyez des sorties, des éclosions dans les écoles, les lieux de travail, c'est un signal que probablement les choses ne vont pas si bien. Ce que je dirais, faites attention. Avec le manque de connaissances, protégez-vous et faites attention. Que ce soit des mandats ou non, je recommande quand même de porter les masques dans les lieux publics extérieurs, que ces masques soient des bons masques, et N95, je ferai attention de les réunions intérieures, sans contact, je ferai attention vraiment des expositions, si je ne suis pas vraiment confiant avec qui je rencontre, et mon niveau d'immunité à n'importe quel temps. C'est décevant que possiblement nous allons devoir revenir sur nos pas et réintroduire certaines mesures si on voit une éclosion en augmentation. Mais on peut se protéger soi-même, on peut protéger nos patients en étant sage et utilisant du gros bon sens, en ne prenant pas de chance, surtout toutes les choses commencent à virer au vinaigre. Voyons voir comment les gens se sentent. Donc, je suis sûr que les gens ont entendu hier sur Twitter a explosé. Certainement en Ontario. On a annoncé un plan pour enlever tous les mandats. Alberta l'a déjà fait. Multiples provinces l'ont déjà fait. Donc, on espère entendre de l'auditoire ici pour découvrir comment vous vous sentez de les mesures de santé qui sont reculées, incluant les mandats de vaccins, les passeports, les masques mandatoires à l'intérieur et tout ça. Donc, vous pouvez voter maintenant. Le sondage est à l'écran et nous allons en parler un peu plus. Ce que ça veut dire dans un instant. Donc, le premier, très appréhensif, un peu neutre, excité et je me vais à la lune. Bon, moi et ma fille, on aime montrer ces choses à leurs étudiants et on est rentré dans une école élémentaire depuis un bon moment. Ça fait la première fois, on n'avait pas porté de masque, mais curieux de voir combien de gens autour de nous se sentent. Je sais comment que moi, je répondrais à cette question. Oui, les gens sont très appréhensifs. Avec cette histoire, bien sûr, plusieurs d'entre vous sont immunosuppressés. Ce n'est pas une surprise, bien sûr, et on comprend votre inquiétude et on peut parler possiblement de différentes situations qui pourraient arriver dans le futur. Abdou, tu as vraiment renforcé le point que tu dois te protéger à ce stade-ci. Que si vous êtes immunosuppressé, que vous avez des risques de facteurs pour le COVID sévère, le masque est absolument la clé. Nous savons déjà que cette auditoire est très vaccinée, c'est priorité numéro 1. Mais au-delà de cela, l'importance du N95 et KN95, on a touché sur ça le mois passé, mais si tu peux parler au règlement des masques papier ou... donc, vraiment, on n'a pas besoin d'attendre après Omicron, mais Omicron a vraiment fait que c'était très clair qu'on devait se concentrer sur tous les risques, les stratégies pour mitiger les problèmes à notre disposition. Et le masque est le plus facile pour que les gens puissent apprécier comment le faire et le faire pour eux-mêmes. La vérité, les masques de linge et les masques chirurgie n'étaient pas vraiment appropriés du tout durant la pandémie. Mais encore une fois, Omicron s'est étendu rapidement d'une personne à une autre. On a commencé à voir des gens qui rentraient dans les hôpitaux
et il y avait un niveau de conscience qui était là, qui a augmenté. Les caractéristiques du virus en soi n'ont pas changé. Je crois qu'il y a une bonne preuve que le mieux la barrière, le plus bas le risque de transmettre, numéro un. Et deuxième fois, amoindri, mais pas proportionnel, le moins que c'est risqué de l'attraper, l'infection de quelqu'un d'autre. Donc, les N95, KN95 sont fantastiques s'ils sont utilisés appropriés. Un bon scellement autour du nez, du menton, et si vous le mettez sous des lunettes qui ne vont pas s'embuer, si vous ne sentez pas l'air en haut et en bas, vous prenez une bonne respiration, probablement que c'est un bon scellement. Ça, c'est vraiment ce que vous devriez utiliser. Si vous ne pouvez pas les trouver, je comprends qu'ils ne sont pas très disponibles. Des fois, c'est impossible de les avoir si vous ne savez pas quelqu'un qui a un moyen. S'il vous plaît, un masque à 3 couches, c'est probablement pas pire, mais c'est pas aussi efficace. Et vous pouvez être créatif, bien sûr. J'ai eu des gens qui ont fait des masques sur des qui ont une bonne filtration, c'est important de se souvenir de comment le masque fait sur ton visage. C'est critique. Je peux avoir un beau N95, mais je n'ai pas mis de la bonne façon de l'air qui rentre en haut ou en bas. Donc, c'est aussi bien de ne pas en apporter. Mais si vous avez un bon masque 3 couches, ou un double masque, et qui est vraiment bien porté, qui couvre le pont du nez et sous le menton, ça va vous aider. Et gardez en tête, essayez d'être conscient de la proximité de vous à comparer aux autres. Donc, il ne faut pas s'asseoir à côté de quelqu'un sans impunité et pour très longtemps si vous n'êtes pas obligé à l'intérieur. Essayez de faire ce que vous pouvez pour minimiser le risque ajouté, même si vous portez un masque. Je crois que c'est vraiment important d'être conscient de tout ça, surtout si vous êtes immunocompromis. Et d'autres choses qu'on a parlé aussi, c'est d'encourager d'autres gens d'avoir leur 3e dose pour prévenir cette infection. Et l'utilisation des antigènes, que je crois qui devient plus disponible, c'est la controverse. C'est controversé, c'est pas parfait, mais je crois qu'ils ont leur rôle. Si vous allez dans un rassemblement et que tout le monde le fait, c'est mieux de ne pas savoir du tout. Absolument. Et d'aller à la gorge avant le nez. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a commencé à voir beaucoup plus de la façon de les symptômes de la gorge qui sont devenus un petit peu plus salients avec Omicron comparé au Delta et Alpha, les autres variantes. Je ne sais pas, on n'a pas de données fermes sur le sujet pour dire que dans la gorge ou le nez est plus précis ou non. Moi, je fais les deux, en fait. Quand les enfants avaient des symptômes, la dernière semaine, j'ai fait les deux et je crois que c'est intuitif que probablement que vous allez un plus haut taux et couvrir la base. Si vous faites un test dans les deux régions, on ne teste pas pour les micro-organismes, donc il n'y a pas de problème de contamination croisée, c'est présent dans un ou l'autre. Donc, allez-y, faites-le si vous pouvez le tolérer. Je crois que c'est raisonnable de faire les deux. En termes du temps, on recommande définitivement, au moins si vous allez faire un événement avec d'autres, au moins quelques heures avant, 2-3 heures avant. Généralement, je recommande de le faire la journée d'avant. Et si vous avez 2 négatifs en succession et que vous vous sentez bien, évidemment, ça n'enlève pas, mais ça réduit la possibilité que vous avez assez à l'intérieur de vous pour transmettre. C'est la clé ici. Vous ne voulez pas préparer une situation pour qu'ils vont avoir des éclosions où personne ne teste et potentiellement personne n'est conscient et ensuite toutes sortes de gens retournent à la maison positifs à un certain point dans les prochains jours. Donc, c'est ce qu'on recommande. Et en termes de symptômes, c'est vraiment un haut jusque de 5 à 7 jours. Si c'est négatif sur le 5e jour, post-symptômes, on recommande un autre test 48 heures plus tard. Évidemment, l'isolement entre les deux et d'avoir un test spécial si vous êtes préoccupé et parler aux médecins et vos soignants
à ce point-là, certainement, vous ne voulez pas être dans une situation où vous rempirez. Possiblement que vous avez besoin de traitement, que ce soit antiviral ou quelque chose d'autre dans un endroit vérifié. C'est une des questions qu'on a eues aussi. Qu'est-ce qu'on fait si on teste positif pour COVID maintenant? Souvent, ça va être avec le test antigène fait à la maison. Et la clé est d'avoir ce test PCR pour être éligible pour des antivirales et des traitements. Comme Eric a décrit dans ses recommandations, typiquement, on veut avoir ces traitements à l'intérieur de 5 jours, étant diagnostiqué avec COVID. Ça sera un peu différent de province à province. Et Alberta HealthLink 811, il y a des protocoles qui sont en place où vous pouvez expliquer que vous êtes immunocompromis et rentrer dans des critères. Et si vous rentrez dans ces critères, vous pouvez ensuite vous virer de bord et ils vont vous connecter avec les soignants qui peuvent organiser les médicaments antivirales. C'est important, bien sûr, que l'entrologiste puisse savoir que ça t'arrive parce qu'ils peuvent vous guider à voir quoi faire avec les médicaments. Et c'est différent pour différents médicaments, dépendant de mesalamine ou si vous continuez ou non, si vous êtes sur un biologique, pendant que vous êtes malade avec COVID, possiblement, vous voulez retenir le traitement, mais la question ensuite devient, c'est quand? Si vous êtes à toutes les 8 semaines, Intibia et possiblement que vous n'avez pas besoin de prendre un délai Humira, avoir une injection toutes les semaines, possiblement que ça va manquer une semaine. Et c'est là que c'est vraiment important de contacter le gastroentérologue et de savoir que si vous êtes sur Prednisone, la chose que je dirais sur tous les commentaires qui sont faits ici, c'est que si vous êtes malade à Prednisone, les doses en haut de 20, c'est là que vous voulez vraiment prendre plus de soins. Avec toutes les choses que Eric et moi ont mentionnées déjà en auto, des masques, la protection, de produire, diminuer l'exposition. Et ça, c'est le temps même où des fois les gens demandent quand est-ce que je prends une pause du travail si quelqu'un est la diarrhée, la maladie, Prednisone, bon, il n'y a pas de problème. Écrire une lettre, bon, qu'on tu as besoin de prendre un congé du travail parce que tu es malade activement, même si ce n'était pas une pandémie, mais encore plus maintenant où on peut se protéger et jusqu'à ce qu'on descend aux doses plus basses de Prednisone. À un certain point que je crois que c'est important de renforcer ici, c'est le timing. Ces thérapies sont vraiment bonnes en termes de prévenir des maladies graves, mais ils sont plus efficaces lorsqu'ils sont commencés le plus tôt possible. Donc, un monoclone anticorps, on doit avoir ça en 7 jours après les symptômes. Possiblement que c'est une longue période de temps, mais croyez-le ou non, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs symptômes et ils attendent trop longtemps et après ça, ils tombent vraiment malades. Ils ont attendu trop longtemps et l'effet du monoclone anticorps n'a pas son effet. Et Pax le fait, le médicament oral, c'est encore plus court, c'est en intérêt de 5 jours. Et en plus, vous devez satisfaire le besoin des tests PCR aussi. Donc, c'est beaucoup de choses à mettre en ligne. Bon, la clé, c'est de ne pas attendre. Si vous êtes préoccupé, parler à quelqu'un, avoir un consensus, savoir si c'est COVID ou non. La pire chose qui peut arriver, c'est pas COVID et quelqu'un fait une surveillance plus rapprochée. Donc, je recommande simplement d'être ajusté aux symptômes et de ne pas attendre. Je dois dire que si les gens sont inquiets d'avoir le PCR, ce n'est pas aussi pire que ce l'était. Je ne sais pas si c'est à toutes les places, mais certainement, quand ça chatouille le cerveau en mars 2020, ils ont appris à le faire de différentes places de façon moins agressive et même dans certaines places à l'intérieur, la narine intérieure qui n'est pas aussi haut. Donc, même certains médecins vont assez haut. Donc, j'ai encore des biopsies frontales. Donc, pourquoi est-ce que les infections arrivent après les vaccins? C'est l'immunité qui est décroissante finalement. Ce qu'on appelle les B-cells, les cellules mémoire, pour maintenir ce signal et déployer les anticorps pour attaquer le virus. C'est ça qui va diminuer dans le temps, dépendant de l'âge, dépendant du niveau d'immunosuppression. Possiblement, nous savons que la réponse T-cell qui persiste un plus long dans l'arrière-plan est des fois
ça nous couvre un peu et qui compense pour la mémoire cellule B, mais souvent, ce n'est pas assez, surtout lorsqu'on est à un âge avancé, sur plus immunosuppresseur. Et de façon intéressante, on a vu que l'immunité probablement a quelque chose à faire avec les variantes aussi. Omicron a vraiment changé les choses parce que c'était évasif par conception, par nature. L'efficacité n'était pas nécessairement bonne. On avait besoin de booster l'immunité avec la deuxième dose pour se rattraper pour la réponse B-cell, T-cell, pour rester en hauteur. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir et concerner. On doit vraiment être ajusté à l'idée qu'on ne devrait pas se sentir complètement confortable avec la dernière dose que nous avons eue. Si la transmission dans notre communauté commence à... Et si on voit des signaux d'autres parties du monde, par exemple, des places comme Israël et le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud qui ont été des terres fertiles pour l'étude, pour nous donner des indications à ce qui se passe. Donc, le timing, c'est tout. Vraiment, c'est important pour les patients de vraiment rester au-dessus de tout ça, de comprendre les biologiques et leur thérapie. C'est quoi le timing en termes de quand est-ce qu'ils devraient recevoir leur prochaine dose pour maintenir leur immunité et ne plus attendre. C'est ça que le médecin est là pour ça. Sur savoir quand recevoir la prochaine dose. Et donc, demandez que ce soit votre médecin principal, votre soignant ou gastro-entérologue, ils sont là pour vous donner des conseils. Donc, je crois qu'on a couvert cette question. Dans la boîte, il y a des personnes qui ont demandé, les enfants à l'école, les enfants de 5 ans ne sont pas vaccinés, et les gens qui ne portent pas de masque dépendants, entre les enfants avec les MII versus le risque des gens qui ne portent pas des masques. Donc, une des questions qu'on a eues, c'était d'un professeur avec MII. Et ce qu'il devrait faire, je crois qu'on a répondu ça et qu'on parle des masques qui sont une clé, mesure de protection. Évidemment, la vaccination, la distanciation ou possible, encore une fois, moins d'importance avec Omicron, considérant à quel point ça a été étendu. Mais les masques, les KN95, qui sont une clé aussi. Et pour les enfants en bas de 5 ans, bon, je crois qu'une chose à se souvenir, c'est que la plupart des enfants en bas de 5 ans réussissent bien quand ils ont COVID et ne sont pas très malades, même s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, je crois que vous devez vous souvenir des positifs. S'ils ont COVID, ils vont avoir des petits symptômes, ils n'arriveront pas à l'hôpital. La rassurance-là, que la plupart des médecins diraient que ça vaut le risque d'avoir COVID pour aller à l'école et d'avoir son éducation et le bienfait d'aller à l'école en personne. Donc, je crois qu'il y a des exceptions. On doit faire attention de peindre tous les enfants avec la même brosse, mais les enfants avec ce qu'on appelle le MII très tôt, les enfants en bas de 6 ans qui ont MII, une forme génétique, mutation, qui est avec un problème dysfonctionnel immunitaire. C'est un petit groupe de personnes, mais si ton enfant a le MII très tôt, tu dois parler au gastro-entérologue des risques et des bienfaits d'aller à l'école en personne, surtout dans le taux d'autres enfants qui ne sont pas. Donc, les stéroïdes, surtout, il faut faire attention, rester à la maison. L'enfant devrait rester à la maison. Les autres médicaments sont moins un risque. Donc, du cas par cas, vous devez vraiment parler à votre médecin pour avoir la recommandation. Et ensuite, malgré que d'autres enfants, possiblement, ne seront pas maxés, malheureusement, et si les mandats de masque sont enlevés, il y en a plusieurs enfants qui ne porteront pas de masque. Il y a 2 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez encourager
l'enfant continue à porter un masque, et même des petits masques pour les enfants. KN95, ça ne fait pas parfaitement, mais c'est mieux que rien. Mais c'est ce que je recommande à mes patients de faire. Et l'autre chose, c'est que vous pouvez défendre votre enfant à l'école aussi. Je crois que plusieurs professeurs, si un enfant... s'ils savent qu'il y a un enfant qui est immunosuppresseur, il y a plusieurs professeurs qui seraient prêts de renforcer les masques dans la classe. Et si vous ne pouvez pas, vous n'allez demandez-nous, demandez aux médecins, demandez aux cliniques MI pour vous aider avec la défense pour votre enfant à l'école. Encore une fois, la plupart des fois, on a des bonnes réponses. Pour les écoles, ils veulent protéger les enfants. Je ne sais pas, Abdus, tu as des recommandations? C'est des points importants. L'autre chose que j'offre pour donner un niveau d'optimisme dépendant exactement sur l'âge et l'arrangement. On espère que ces soins d'enfants d'aller à l'école, ça peut être à l'extérieur. Quand le printemps arrive, ça va réduire la transmission. L'environnement va être plus sécure. Je sais que j'ai un enfant de 6 ans et il va dans une classe où beaucoup d'enfants ne portent pas de masque, mais en fait, je suis allé et j'ai testé les niveaux de CO2 aujourd'hui. Ils ont 2 filtres EPA. Il y a toutes ces autres technologies qui peuvent diminuer le risque. Et finalement, on avait espéré qu'on avait une approbation des vaccins pour les enfants sous l'âge de 5 ans maintenant, mais c'est en pause. Je crois que ça ne sera pas une pause définitive, mais j'espère que cet été, on va avoir travaillé les différents points, et surtout en termes de d'ajuster la dose que nous allons donner aux enfants qui sont sous l'âge de 5 ans. Il y a des différences entre les 2 à 4 à comparer aux autres enfants qui sont sous l'âge de 2. Et je crois que ça sera ajusté une fois que ça c'est fait. Très confiant qu'on va commencer à immuniser les enfants en bas de l'âge de 5 ans aussi. Donc, on doit rendre clair aussi à l'auditoire que les kinks ne veulent pas dire plus de problèmes d'effets secondaires. On parle des problématiques chez les enfants, probablement plus vieux avaient reçu une dose trop basse dans les essais et donc ils n'étaient pas aussi immunisés. Ce n'était pas une protection autant que chez les enfants plus jeunes et les enfants plus de 5 ans. Donc, c'est sécure, on croit, et on a besoin d'avoir les données. Mais l'espoir, c'est que nous allons pouvoir avoir les vaccins sécures bientôt pour les enfants en bas de 5 ans. Ce que je trouve toujours intéressant, même avant la pandémie, les écoles font des accommodements pour les enfants. Les allergies, disons, on n'amène pas les noms à l'école. Il y a des accommodations. Donc, je crois que sont en train de faire la défense de tout ça et d'expliquer la situation que tu es l'enseignant ou l'enfant ou le parent de l'enfant. Et au travail, je crois que l'importance, c'est la gentillesse. Tu peux porter le masque pour te protéger, même dans une région où ce n'est pas mandaté. Et d'expliquer aux gens et leur demander, pour ceux qui sont en autour de nous, d'être gentils. Je crois qu'on doit être gentil et respectueux, bien sûr. Je pivotais à Ellen, elle éteint sa caméra, elle se cache présentement. Je crois que j'ai le droit de dire, parce qu'elle était sur cette webinaire avant, comme étant une patiente avec MII, je suis curieux de MII, comment que tu te sens sur les mandats qui sont enlevés, que les choses commencent à s'ouvrir, et on peut poser la question. De ta perspective, en tant que patient et épidémiologiste, comment vas-tu savoir que c'est sécure de faire les choses? Comment vas-tu savoir que la pandémie est terminée? Et Abdul, je vais éviter cette même question pour toi aussi. Comme plusieurs d'entre vous dans l'auditoire, j'ai peur un peu que le mandat soit enlevé. Lorsque les mandats ont été enlevés, ça m'a frappé un peu. Les masques aussi, c'était un autre paire de manches. Les choses que je fais pour me garder en sécurité et en santé, définitivement, je travaille encore de la maison. Je commence à planifier des petits rassemblements avec des amis qui ont aussi au moins eu 3 doses de vaccin à l'extérieur quand possible. Donc, de faire des choses que nous avons fait depuis 2 ans maintenant pour nous garder en sécurité, de qu'on s'emporter des masques.
Je vivais à Ottawa depuis un bon moment et j'aimais d'avoir les données des eaux usées. C'était ça que je vérifiais lorsqu'on faisait encore des tests PCR. Donc, il y a beaucoup de ressources disponibles qui sont là si vous pouvez avoir accès. Ça, c'est bon. Et aussi, j'ai accumulé des tests rapides lorsque je vais à l'épicerie. On peut faire beaucoup d'épiceries liaison. Et c'est une belle ressource pour tester les amis avant de se rencontrer. C'est la même chose qu'on fait depuis 2 ans, que j'ai planifié de faire, éviter les foules. Il y a des places en Ontario, du moins, qui vont garder les mandats, les cinémas indépendants, les centres des arts Stratford. On va choisir ces différentes choses où on peut revenir à la normale dans une zone contrôlée. Mais comment on va savoir que la pandémie est terminée? C'est une question que je ne suis pas sûr que je peux répondre ou savoir comment répondre. De quoi que la clé pour moi, c'est toutes les chirurgies qui ont été mises de côté, cancellées, vraiment de ramener notre système de santé au point comme elle devrait l'être. Je crois que ça va être un grand marqueur de succès contre la pandémie et contre COVID pour moi. Mais je suis curieux de voir ce que les autres pensent aussi. Abdou, comment saurons-nous que la pandémie est terminée? Bon, je déteste, si on veut, d'être pessimiste, mais j'aime votre optimisme ici, Ellen, mais je crois que malheureusement, notre système de santé va prendre des dizaines d'années à se recouvrir après cette pandémie. Mais je ne suis pas sûr que ça va être un indicateur qu'on a passé au travers de tout ça. En fait, j'ai pensé à tout ça et c'est vraiment simple, vraiment incroyable et simple comme réponse, mais nous allons savoir que cette pandémie est terminée lorsque nous avons passé au travers à 2 saisons consécutives et que nous n'avons pas eu de crise, parce que nous avons passé de mars 2020 à maintenant et où ça n'a pas été le cas. Et donc, on a passé au travers du printemps et on a passé au travers d'un été, mais ça a repris à l'automne. Et après ça, ça est revenu dans le printemps et en sautant un peu durant l'hiver, et ça continue encore et encore. Je crois que si on peut passer au travers de l'été, le printemps et dans l'automne, il commence à neiger et qu'il fait froid et qu'on n'a pas vu une montée de gens qui rentrent dans les hôpitaux. Donc, la pandémie est finie, peu importe où vous êtes. Est-ce que je suis confiant que c'est le cas? Je ne peux pas dire ça maintenant pour 2 raisons. Parce que le vaccin, la couverture, les déficits dont nous avons parlé auparavant, c'est beau de voir comment les patients de MII poussent l'enveloppe mieux que la population générale, mais il y a des grandes failles encore. 18 à 39, beaucoup de ça est poussé par le comportement et les gens qui sentent qu'ils veulent continuer dans la vie et toutes sortes de raisons qui contribuent. Donc, ça va être important d'avoir une cohorte qui est sous l'âge de 5 ans et sous l'âge de 11 ans qui sont vaccinés adéquatement ici. Et de façon plus importante, au niveau macro, au niveau global, c'est une pandémie globale. Et on en parle. Pour des gens, ça semble être petit, mais toutes ces variantes ont été poussées de des lieux qui étaient... pour pousser ces variantes qui vont dépasser les autres souches de cette virus qui présente des plus grands défis, pas seulement là, mais dans d'autres parties du monde. Et si on ne porte pas attention à tout ça, l'égalité des vaccins, comme en Haïti, 0,86 des gens ont 2 vaccins, ou l'Éthiopie, le Niger, qui sont à 3 et 4 %. Je crois que c'est idiot d'imaginer que ça va marcher, que ça va fonctionner, qu'on va avoir des problèmes à Edmonton ou à New York. Ça va se rendre ici éventuellement. On doit faire voir l'égalité des vaccins partout et de collaborer avec chaque partie des programmes et l'industrie, les domaines, pour que ça arrive. Malheureusement, ça va continuer. Ce concept de 2 saisons, peut-être ça n'a pas eu assez d'attention sur le cycle, la nature cyclique. On voit tous les 2-3 mois une percée. Possiblement qu'on peut aplatir cette courbe pour ce vieux terme qu'on a utilisé en 2020.
on peut l'aplatir un peu avec des mesures de santé publique. Omicron, on n'a pas pu le faire, mais on ne sait pas à quel point ça aurait pu être. Pourquoi ce cyclique, cette nature à ce virus? Qu'est-ce qui arrive là? Bon, comme la plupart des virus de respiratoire, la condition qui sont plus là, c'est les gens qui sont en proximité proche. Donc, c'est pas surprenant que vous allez voir plus de quantité de virus circulant durant l'hiver, parce que les gens se rencontrent à l'intérieur pour des plus grandes périodes de temps, et vous allez voir dissiper non seulement qu'ils sont à l'extérieur, mais parce qu'on espère qu'on rajoute d'autres mesures de santé qui incluent peu importe la capacité, limite de capacité, restrictions ici et là, et de reconnaître que le masque et d'autres choses font ce qu'ils sont supposés de faire. Et en passant, je veux souligner combien de personnes ont eu la grippe dans les derniers 2 ans. Je crois que vraiment, souvent, les masques, c'est une façon fantastique, un outil. Je ne peux pas me souvenir le 2 ans de ma carrière où que, du point de vue grippe, que dans ces dernières années, parce que si on avait ça en plus de Omicron ou du Delta, ça serait un cauchemar, ce que ça aurait fait dans notre système. Donc, je crois que c'est important de garder en tête que la plupart des virus sont basés sur la proximité et la congestion en temps, en espace, la durée de ça. Même l'influenza, la grippe, les différentes vagues, évidemment, ça a tué beaucoup plus de gens. L'infrastructure était à ce point-là. Il n'y a pas d'antiviral, il n'y avait pas de vaccin à ce point-là. Donc, il y a des choses qui sont améliorées. Et mettons, on est dans une course où est-ce qu'on essaie d'évoluer, où c'est évasif et de devenir transmissible. Et ça met plus de pression sur nous pour utiliser tous ces outils qui sont à notre disposition et d'être vraiment patient sur laisser aller ces outils, de sous-estimer comment que c'est important avant de dire « Ah, et ça, c'est la seule chose qui m'inquiète. Le virus va devenir beaucoup plus cyclique et beaucoup plus capable de se montrer dans une nouvelle vague et de réémerger si on abandonne sur un ou l'autre de ces fronts. » Bon, Gail, il y avait une question dans l'auditoire sur est-ce que les nouvelles données sur COVID-19 pour me faire une inflammation, MII. Bon, les gens commencent à voir, on ne voit pas directement le lien direct du virus qui fait une inflammation de MII. Le virus si on trouve dans le bowel, 10 à 15% des gens peuvent avoir les symptômes si on n'a pas la maladie inflammatoire. Et en plus de tout ça, si vous avez MII, vous avez remarqué que vous êtes actif un peu plus. Les gens rapportent que c'est court, que ça n'exige pas une activation de leur inflammation de MI qui devrait être soignée, mais de reconnaître que c'est important d'avoir un groupe de contrôle parce que dans les mois, les risques d'inflammation, que c'est exposé à un virus ou non. Et donc, quand on fait quelque chose qui est contrôlé, on ne voit pas une grande signal qui dit que ça amène une inflammation. Ben, de l'autre côté de la médaille, les gens vont devoir garder leurs médicaments. Et si vous gardez vos médicaments, et dépendant sur la durée, le cycle de votre traitement, des fois, vous allez avoir une percée dans l'inflammation de MI et plutôt que d'avoir retenu l'infection. De voir le vaccin qui va amener une inflammation de MII et encore le contrôle est difficile. C'est important parce qu'à tout moment, n'importe quel mois, il y a une probabilité d'avoir une inflammation indépendante d'avoir le vaccin ou COVID ou toute autre chose qui se passe. Donc, c'est relatif à cette ligne de base, le risque. On ne voit pas un haut risque dans 30 jours d'avoir reçu un vaccin que les gens ont une inflammation. Au niveau individuel, les expériences individuelles, mais quand on regarde la grande image, on ne voit pas un grand signal. Et je répète que j'ai fait des études de symposiums semblables dans différents groupes et avec le sclérose en plaques ou l'arthrite, une grande gamme de groupes patients avec les maladies immunosuppresseurs. Le principe est statique. Très confiant
est bien établi que le risque d'avoir une inflammation de toute condition immuno est beaucoup plus haut avec les conditions infectieuses que vous essayez de prévenir que c'est avec un vaccin. Donc, c'est comme tu as dit, c'est le timing qui est probablement plus important pour que vous n'ayez pas à avoir la mauvaise modulation qui va faire que tu vas te sentir mal ou de ne pas créer le meilleur anticorps de production au bon moment. Dans ma ligne de travail, c'est toujours la maladie. C'est toujours la maladie qui est pire. L'infection qui amène l'inflammation, pas le vaccin. Donc, une autre question, avant d'arriver chez la question des amis et la famille, il y avait une question sur si on a besoin d'être hospitalisé pour avoir le traitement antiviral. Et je ne sais pas, Abdou, non, certainement pas pour Paxlovid. Paxlovid, c'est une thérapie, c'est pris 2 fois par jour et c'est un composé unique, moitié antiviral et l'autre moitié qui est un pro-inhibiteur qui attaque la protéine pour pas qu'elle devienne fonctionnelle. Tu as besoin des critères pour ça. Tu as le test PCR qui est fait rapidement et tu peux le prendre. C'est pris pour 5 jours. Vous pouvez le prendre à la maison. L'anticorps ont besoin d'être faits avec une clinique d'infusion. À Toronto, une clinique à Hamilton, Dr. Sick Hagla, un de nos collègues là, fait un beau travail avec la clinique. Je ne suis pas sûr la situation ailleurs, à Calgary et d'autres places au Canada. Ils sont limités, mais elles sont là. La clé, c'est vraiment de s'assurer que vous êtes conscient où les trouver. Vous pouvez faire un rendez-vous, faire une connexion avec quelqu'un pour que vous puissiez avoir une référence dans le bon échéancier. À l'intérieur de 7 jours d'infusion dans la vérification médicale faite avec la présence de médecins médicaux. So, I guess for all... Donc, pour tous les panélistes, comment puis-je encourager mes amis et ma famille à se faire vacciner? Bon, ça m'inquiète cette question-là parce que je ne sais pas comment les autres se sentent. Si maintenant, si votre famille et vos amis ne sont pas vaccinés, et c'est pour nos patients aussi, bon, on a essayé à chaque fois qu'ils viennent, mais si maintenant ils ne sont pas vaccinés, je ne sais pas ce que vous pouvez faire vraiment pour les vacciner. Bon, Abdou, Gil, bon, peut-être la question, c'est comment encourager la famille et les amis d'avoir la 3e dose. Donc, à ce point-ci, de mars 2022, vous avez 0 dose de vaccin. Considérant tous les mandats, toutes les restrictions dans votre vie, tout ce qui est là, je ne sais pas qu'il y a d'autres choses que Gil Kaplan peut vous dire qui va vous encourager. Ah, OK, ben oui, je vais prendre le vaccin. Mais je crois que, comme Ellen s'est donné à démontrer, il y a une faille entre la 2e et le 3e vaccin. Et cette faille sera critique pour encourager les gens. Et possiblement, de revenir au commentaire, c'est que je présume qu'il y a une hésitance pour les enfants. Et il y a possiblement certains enfants qui n'ont pas eu leur 1re et 2e dose. Et possiblement qu'il y en a d'autres basés sur plus de données, plus de temps. Mais je crois d'essayer d'adresser cette faille entre la 1re et la 2e dose, c'est la plus grande force que nous avons. Bon, je dirais que pour les enfants, on n'a pas besoin de plus de données d'enfants. Le CDC a donné des informations qui étaient très convaincantes que ça empêche l'hospitalisation et les résultats sévères de COVID, même si c'est très rare d'avoir ces résultats sévères. Mais de leur montrer ces données et de dire que, écoute, oui, ils vont avoir la maladie moins sévère, mais il y a des cas où c'est sévère. Et voici les données, ça prévient des mauvais résultats chez les enfants. Prenez votre vaccin et je crois que la plupart de mes patients ont été bons avec ça. Un point, Eric, qui est un point de valeur aussi pour certaines personnes. Il y a une cohorte de gens qui sont là, qui ont cette grande peur du vaccin ARNM pour différentes raisons. Nous savons qu'ils ne sont pas nécessairement fondés dans la science. Mais leur peur, c'est leur peur, ils sont légitimes.
il faut les adresser. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des options maintenant. Il y a Novavax, des vaccins à base de plantes, qui est Medicago, une compagnie canadienne, et qui sont disponibles et approuvés. Ils n'ont pas la même efficacité que les ARNM, mais ils sont mieux que rien. Une considération importante à prendre à ce temps ici. Je connais des gens qui ont dit, des mois, j'attends pour des vaccins à base de plantes, et donc on dit qu'on les prenne une grande chance, mais ils ont été vaccinés maintenant. Bon, un petit espoir que possiblement d'autres options vont s'ouvrir à des alternatives. Si c'est mRNA ou ARNM, pardon, ça serait disponible pour eux. Bon, Hélène, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'est pas vacciné ou quelqu'un qui n'a pas eu le 3e vaccin? Je crois que dans mon petit cercle que j'ai gardé durant la pandémie, il y en a quelques-uns qui n'ont pas eu de 3e dose, mais il y a des gens aussi qui ont pogné Omicron durant le temps de Noël, durant cette augmentation, éclosion de Noël. Avec la recommandation de Nazi qu'on attend 3 mois après une infection avant d'avoir une 3e dose. Je crois qu'on va commencer à avoir beaucoup de ces gens qui ont été infectés durant Noël d'avoir leur 3e dose maintenant. Donc, je suis optimiste que ces derniers quelques-uns vont les recevoir bientôt. Oui, c'est un bon point. C'est une question qui revient souvent avec mes patients qui ont pogné Omicron en décembre, janvier. Combien de temps qu'on doit attendre maintenant? Je sais pas, Abdou, comment tu te sens pour 3 mois? Vraiment, je ne suis pas convaincu que c'est totalement basé sur des preuves. Je crois que l'idée, c'est qu'il y a l'espoir qu'il y aura des anticorps qui vont augmenter et qu'on ne veut pas sans raison exploiter ça, de ne pas permettre l'opportunité d'avoir ce boost, si on veut, au bon moment dans le temps. Vraiment, je dirais toujours, regardons ce qui se passe alentour de nous dans la communauté et ensuite pour déterminer quand on peut donner la dose selon ce qui se passe. Je ne crois pas que c'est vraiment que ça a une valeur de mettre le bâton et dire que c'est 3 mois lorsqu'on voit une éclosion dans la communauté alentour de nous. Pas plus tard qu'1 mois à 6 semaines, mais je crois qu'il y a de la place pour la discrétion entre ça et 3 mois selon les risques de l'individu et ce qui se passe autour de eux dans la communauté. Omicron était un parfait exemple de cela avec nos enfants. J'ai 3 enfants ici. Je n'ai pas attendu, en fait, pour 8 semaines pour la gang. Je savais que mes enfants étaient actifs. Ils essayaient de s'engager. Je ne voulais pas prendre cette chance qu'ils deviennent malades, de me l'amener et que moi, je reste à la maison, éloigné du travail. Et je ne voulais pas ça non plus. Personne n'aurait aimé ça, non. On a besoin de toi. OK. Bon, questions non répondues sur COVID. Je crois qu'on a amené beaucoup de questions non répondues. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur entre les variantes, les nouvelles variantes, combien de doses et combien de vaccins qu'on va avoir besoin. Beaucoup de questions. Y a-t-il quelque chose qu'on a manqué, Abdou, en termes de questions non répondues? Je ne crois pas. Mes conseils, c'est de faire attention. Ne portez pas attention à la vibration, si on veut, parce que ça peut mal vous diriger. Certainement, on veut avancer. C'est bon d'avoir l'optimisme et un futur promettant, positif. Mais faisons attention. Il n'y a pas de mal à faire attention encore un peu plus longtemps et d'être sécure. Et on espère que cet été sera raisonnable et qu'on ne verra pas une grande éclosion. Mais il y a des gens qui ne font pas attention et considèrent que c'est des vieilles nouvelles. Et je peux apporter aussi une anecdote que je crois que nous avons des pays avec lesquels on peut se comparer, l'Afrique du Sud, Royaume-Uni et Danemark aussi, qui ne va pas bien présentement. En fait, j'étais en Suède il y a 1 mois. Et donc, pour le travail. Donc, je suis arrivé le jour après tous les mandats qui ont été levés, tout ça. Donc, plus de masques, plus de vaccins, plus de passeports vaccinal. Ils ont été très confiants.
et j'étais le seul qui marchait, même dans l'aéroport, les hôpitaux avec un masque. Donc, lorsque tu es avec les patients, tu portes les masques, mais dans le lobby, vous ne portez pas de masque, qui me rendait très inconfortable. Donc, moi, j'ai continué à porter mon masque. Je crois qu'il y a des différences dans cette population où beaucoup d'entre eux ont été infectés au moins une fois. Ils étaient plus ouverts dès le début et aussi beaucoup plus d'entre eux ont reçu leur troisième vaccin. Donc, 75 à 80 ont reçu leur troisième dose et les aînés ont reçu leur troisième vaccin aussi. Donc, ils sont confiants. Mais je crois que nous allons avoir 4 semaines de voir ce qui se passe là pour comprendre ce qui pourrait arriver ici lorsqu'on ouvre le tout. Mais nous allons devoir voir ça dans le contexte de la recherche canadienne, notre cohorte, qu'on teste les gens au printemps et rentrant dans l'été avec le but de voir si on peut voir plus de temps qui passe la troisième dose et commencer à avoir des gens avec les quatrièmes doses et les anticorps. Nous allons voir s'il y a une grande différence entre la quatrième et la troisième. Et s'il n'y a pas une grande différence entre les deux, possiblement que ça serait une information aussi. On avait plus de gens qui ont eu la COVID à cause de Omicron dans notre cohorte, donc on veut savoir c'est quoi. Il y a une corrélation avec les anticorps, la collaboration avec un laboratoire à l'Université de Calgary pour neutraliser les anticorps. Donc, beaucoup plus de données qu'on a besoin de recevoir dans les mois à venir, qu'on peut partager avec vous. Et je devrais dire, restez branchés pour la pédiatrie. Il y a beaucoup d'études, une grande étude qui va regarder les maladies inflammatoires, incluant les MII, et j'espère pouvoir vous donner des informations si vous êtes intéressé à avoir votre enfant testé pour les anticorps et au travers du cours des vaccins et même après les vaccins. On espère qu'on va pouvoir recruter de ce webinaire et rester branchés. On va vous donner cette information. Ça sera vraiment avec une goutte de sang à la maison. Vous n'êtes pas obligé de rentrer pour des ouvrages de sang. Donc, avec cela, je crois que nous allons terminer le webinaire. Merci tellement, Dr. Shikawi, de vous joindre à nous. On l'apprécie énormément. C'est très clair comme information. Dr. Kunzik pour son survol et surtout du point de vue épidémiologie et patient. Donc, je crois que c'est très unique comme point de vue. Et merci pour ta perspective avec toute la recherche qu'on fait aussi. Je crois que c'est super important de savoir ce qui est d'intérêt pour les patients. Et évidemment, mon partenaire en crime, Gil, merci encore une fois d'être joint avec nous. S'il vous plaît, laissez-nous savoir comment on a réussi. Ce soit un sondage qui fait le tour, qui va apparaître sur votre écran. Vous allez cliquer le lien et remplir le sondage. Laissez-nous savoir des idées, ce que vous voulez entendre dans le prochain webinaire, ainsi de suite. Et toute l'information qui est disponible sur Crohn Colite Canada, crohncolite.ca. COVID-19, d'aller au-dessus de la page et vous pouvez voir les webinaires du passé au site web aussi. Et merci à tous ceux qui ont travaillé fort et qui essaient de rester en santé sur les premières lignes, particulièrement les soignants qui ont vraiment eu un temps difficile au travers de décembre et janvier. Je sais que j'étais au service et j'étais pas sur la première ligne de traiter le COVID-19, mais vous pouvez voir les infirmiers qui étaient malades et c'était difficile pour eux. Donc, merci de rester là et de rester avec les patients durant tout ce temps. Soyez sur les réseaux sociaux et si vous trouvez ce webinaire très utile, s'il vous plaît, considérez une donation. Sachez en personne, pas de levée de fonds en personne encore. Et ça fait 2 ans maintenant, on est 2 GoTiWalk virtuels. Nous sommes vraiment optimistes de pouvoir faire un GoTiWalk hybride, non virtuel, en personne, à l'extérieur possiblement, et en ligne virtuel GoTiWalk en même temps. Mais parce que ces événements ont été virtuels dans les 2 dernières années, il nous manque ce levée de fonds, des événements en personne et toutes ces expériences coûtent de l'argent. Malheureusement, on a des équipes à soutenir, un site web à supporter et beaucoup de volontaires très dédiés, mais on a besoin des financements pour donner cette éducation et donner toute l'information que vous avez eue dans les derniers 2 ans. Donc, considérez donner en textant cure à 20 2 qui va faire une donation de 25 $ et ou aller à Crohn Colite Canada faire une donation. Merci à tout le monde. Merci encore. Et nous serons de retour pour répondre à vos questions dans un mois. Et donc, bonne chance tout le monde et restez en sécurité.